James Lyon, rebonjour. Rebonjour Jean-Pierre. Il n'y a pas si longtemps qu'on se retrouvait pour évoquer un gros ouvrage important que vous avez publié sur l'histoire de la musique suisse. Je dis une histoire de la Une musique suisse, histoire, oui, en fin Suisse. 2023. Oui, c'est cela. Et là, on est en été 2024. Oui, Et vous venez avec un petit ouvrage, un petit fascicule, non, c'est quand même un livre, oui. paru chez Infolio, consacré à Émile Jacques Dalcroze. C'est comme un appendice à votre gros ouvrage sur la musique suisse que de s'arrêter sur Jacques Dalcroze. Oui, c'est vrai. C'est une décision que j'ai prise lorsque j'ai contacté cet éditeur parce que j'aime beaucoup cette collection Presto. Et donc c'est le 45e volume de cette collection. Et je m'étais dit, j'étais dans une envie, au fond, il faut encore que j'écrive quelque chose. Alors je pouvais citer d'autres. Là, je voulais rester dans la partie francophone du pays. Et j'ai écrit à l'éditeur qui a tout de suite été enthousiasmé. Il m'a dit, bah, écoutez, choisissez. On peut faire Bernard Reichel, Franck Martin, enfin, etc. Et comme j'ai beaucoup d'affinités avec Émile Jacques Dalcroze, que j'ai lu toutes les grandes biographies, notamment celle d'Alfred Berchtold, qui est merveilleuse, et aussi le livre de Jacques Chamkerten, qui est très intéressant. Bon, je me suis dit, je crois que je peux aussi voir le personnage autrement. Pas seulement, comme vous venez de le dire, à travers ce folklorisme un peu désuet maintenant, et puis que je pense ne correspond pas tout à fait à la psychologie de ce personnage, complexe, très complexe, quand on creuse un peu les choses. Et je voulais montrer l'aspect plus psychologique, plus philosophique même, parce que quand on lit les textes, notamment les souvenirs de 1942, ce sont des textes admirables, un peu comme Furtwängler, lorsqu'il a écrit ses différents apophthegmes, etc., qui ont été traduits en français. Là, on a vraiment une pensée philosophique, philosophie de la musique, certes, de la rythmique, bien entendu, mais aussi en général, de la vie. De Parce que, la vie, oui. oui, de la vie. C'est ça qui me touche beaucoup. En fait, il s'inscrit quand même dans un mouvement qui est assez important au début du XXe siècle, Oui. qu'on peut associer au mouvement steinérien, par Ah oui, tout à exemple, fait, qu'on tout à peut fait. associer aussi à toute la mouvance du Monte Verita. Il y est allé d'ailleurs. Tout à fait, oui, oui, oui. Des gens alternatifs très, très modernes Oui, très. qui défendaient, par exemple, l'homéopathie, par exemple, Oui, tout à et fait. d'autres choses Oui, aussi. oui. Aussi un petit peu le mouvement de la cité jardin, qui a été Mm, tous les jardins municipaux qui se sont développés en Allemagne, mais aussi en Suisse bien sûr. et ailleurs. Tout ça fait partie Mm, de mm, ce mm. mouvement de retour à la Oui, nature. tout à fait, oui, oui. Et là, vous citez Rudolf Steiner. Alors, j'en ai beaucoup parlé aussi avec Martine Jacques Dalcroze, sa petite fille, c'est intéressant. Elle insiste beaucoup sur le fait de bien les différencier malgré tout. C'est un courant contemporain, mais chacun a sa personnalité et sa conception du terme eurythmique. Hein, c'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai aussi mis en perspective avec les tableaux eurythmiques de Hodler, parce qu'il faut bien penser que Ferdinand Hodler a été un adepte, comme beaucoup d'autres, de Dalcroze. Il a assisté à ces démonstrations, il les Ah, et le a... Havre, non, non, à à Genève. Genève. Et il les a aussi... enfin, il a fait non seulement une publicité, mais il a incité tous ses collaborateurs, amis, collègues, d'aller s'inspirer de toute cette pensée qui correspond aussi à la technique du parallélisme, par exemple, chez Hodler. Ces deux esprits avaient quelque chose en commun, et on voit l'universalité de cette pensée dans les comportements, ce que vous venez de dire aussi, dans la critique. Je pense par exemple à la critique de l'arythmie, hein, qui est une obsession chez Jacques Dalcroze, quand il va faire toutes ses tournées européennes, on peut le dire. Et il trouve que seuls les Anglais ne sont pas arythmiques. Hein. Il trouve qu'ils ont une spontanéité, une imagination aussi qui permet de libérer l'esprit, le corps, les mouvements, etc. Et justement,
j'ai voulu mettre en perspective ces différents aspects. Le compositeur également, parce que finalement, bon, on connaît les chansons romandes, enfin, le jeu du feuillu, tout ce répertoire qui a été célébré jusqu'à sa mort, peut-être un peu moins maintenant. Le jeu du feuillu, je ne sais pas si on le donne aussi souvent qu'à son époque, mais en tout cas, toute cette musique symphonique qui est assez extraordinaire. Il y a toujours la voix, bien sûr, qui est derrière, mais quand l'orchestre seul parle, notamment dans les enregistrements réalisés par Adriano, on voit qu'il se situe dans une mouvance qui est, moi, qui me fait penser à son exact contemporain français, Albéric Magnard, qui est aussi avec cette patte symphonique, un héritage peut-être plus germanique que français, en l'occurrence, mais qui a quelque chose à dire dans la pensée même, dans la philosophie du langage musical. Et c'est, au fond, le chantre de la joie, je reprends simplement sa formulation parce que dans les textes de 42, les souvenirs et ailleurs, il parle de... Le mot joie, c'est un mot fondamental. C'est le mot au sens antique du terme, au sens grec, au fond. De dire qu'il y a là quelque chose qui correspond vraiment à la complémentarité, à l'harmonisation entre l'esprit et le corps. Ça, c'est fondamental. Alors, toute cette image un peu gnangnan, si je puis dire, non, j'en ai beaucoup parlé avec Jack Chamkerten, d'ailleurs, qui lui aussi a été très critique vis-à-vis de cette formulation trop naïve. Il s'agissait vraiment de redonner quelque chose, et puis de l'intérêt pour de jeunes générations, pour quelqu'un qui joue un rôle non seulement à Genève, parce que bien sûr il est à Genève, mais comment se détacher de ce côté un peu institutionnel oui. de l'Institut, justement, oui, oui. Jacques Dalcroze à Genève, un côté presque un petit peu sectaire qu'on a accolé oui. À tout ce qui tourne autour de Jacques Dalcroze. Je ne suis pas sûr que lui-même ait tant voulu, encore que quand on écoute ses entretiens dans son âge avancé, pour la radio, pour la radio, c'est vrai qu'on a de la peine à discerner le personnage qui a fasciné tout le monde européen qui est venu le voir à El Rao. Et quand même, quand on sait qui est venu là-bas, je pense à Stanislavski, quand même, qui est un immense personnage. Bon, il y avait Appia, c'est vrai, mais il y avait aussi Claudel, il y avait... Enfin, je ne peux pas tous les citer parce que c'était impressionnant, mais c'est quelqu'un qui fascinait et qui devient une sorte d'institution qui ne va pas fasciner de la même manière. Non. Et là, je sais pas, il y a comme une sorte de paradis perdu. Oui, exactement. Il y a une scission. C'est pour ça que je voulais... Bien sûr, je n'ai pas cité dans la partie El Rao, qui est une partie à la fois extraordinaire, épanouissante et aussi tragique, hein, la façon dont ça s'est terminé. C'est sûr que ça a été vraiment pour lui quelque chose de très difficile, certainement. Mais en tout cas, il faut voir tous ces gens qui sont allés là-bas, de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les mentalités, de toutes les professions. C'est assez unique, au fond, dans l'histoire de la musique et de la pédagogie musicale, que tant de gens si différents aient pu se retrouver autour de ce projet, et qu'ensuite, comme vous le dites à juste titre, il y ait une sorte de décalage avec un rétrécissement, comme s'il n'était que le papa de la rythmique, au fond, et que, bon, à côté de ça... moi, j'ai aussi voulu montrer son humour extraordinaire, c'est quand même quelque chose. Son fils Gabriel, justement à la radio, raconte quelque chose que je cite souvent parce que j'adore cette facétie. Lorsqu'il est en Angleterre, il est invité à un repas avec les notables, etc. Puis il y a toujours cette ambiance un peu pickwickienne, dickensienne. Et on lui dit, Monsieur Dalcroze, veuillez nous dire quelques mots, n'est-ce pas? Mais en fait, il ne connaît pas l'anglais, il le comprend un peu. Et il a fait un discours, pendant plusieurs minutes, il leur a parlé en anglais, mais un anglais complètement inventé. Et à la fin, tout le monde a applaudi, et les gens se sont dit, avez-vous bien compris ce qu'il a dit? Voilà, parce que bien sûr, et ça c'est, enfin on pourrait citer des dizaines
c'était un esprit espiègle et avec un humour enfin, bon, que je trouve merveilleux. Et là, enfin, oui, il ne faut pas qu'on soit trop long, en effet. Non, mais moi j'ai envie, James, vu qu'on est dans la brièveté, par Oui, cet ouvrage, oui, absolument. et aussi par l'exercice de se parler pendant un quart d'heure, Exactement. j'aimerais savoir ce que ça finalement vous a apporté. L'exercice lui-même Oui. de résumer au fond un personnage comme Jacques Oui, Dalcroze oui, en 64 pages. oui, Qu'est-ce qu'il en est sorti pour vous, pour votre vision du personnage? oui. Alors, bon, j'en avais quand même déjà bien parlé dans le livre sur la musique en Suisse, bon, de façon très ciblée aussi, mais là, l'exercice était périlleux. 64 pages, 60 000 signes, grosso modo. J'ai écrit ça pendant les vacances de Noël. Ça a été, bon, mais c'est très stimulant, parce que c'est la synthèse de la synthèse, en quelque sorte. Et au fond, je pense que je suis entré davantage dans ce personnage universel et qui m'a apporté beaucoup parce que j'ai aussi fait des études de psychologie et au fond, dans la vision que j'ai de la psychologie, j'ai retrouvé l'application par un homme qui a vraiment réalisé, qui n'était pas qu'un théoricien justement, qui a incarné quelque chose. Et pour moi, c'est un modèle parce que je n'ai pas cette qualité d'incarner. Je reste plus anguleux et lui est rond. Et cette rondeur me fait du bien. Et dans ce monde d'aujourd'hui, de 2024, Oui. Est-ce que c'est un personnage d'avenir? Ah, alors ça, c'est une question hautement philosophique d'ailleurs, Oui. parce que, oui, dans ce monde chamboulé, avec cette capacité à donner de la confiance, à trouver la confiance, à donner de l'espoir, surtout, il a connu quand même les deux guerres aussi. Et là où nous avons des dangers, des menaces, un peu comme le Sauron de Tolkien, on a besoin de gens comme ça, je pense, oui. En tout cas, il fait partie de ceux qui personnellement me réconfortent et ne me rendent pas naïf non plus, parce que je crois que lui aussi n'était pas dupe de ce qu'est l'humanité, finalement, depuis la nuit des temps. Mais on a besoin d'un Aimé Jacques Dalcroze, certainement. Merci James. Merci à vous Jean-Pierre. Je rappelle donc cet ouvrage Jacques Dalcroze, sans prénom, Le chantre de la joie, James Lyon, et bien sûr c'est paru chez Infolio, c'est la collection Presto. Presto, oui, c'est la collection Presto.